Il y a eu un film qui, bien avant que personne ne parle de dystopie moderne ni de ville sous surveillance, avait déjà tout vu venir, non pas avec gravité ni avec des drames philosophiques, mais en éclatant de rire. Demolition Man est arrivé en 1993, enveloppé d'explosions et de répliques cinglantes, mais sous tout ce bruit se cachait quelque chose de bien plus intéressant, une radiographie brutale de la direction que prenait notre société. Et ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas ce qui apparaît à l'écran, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Des décisions de casting qui ont failli tout faire s'effondrer, de la vraie science mêlée à la fiction, des prédictions qui se sont avérées exactes et des secrets enfouis depuis 30 ans. Voici 25 anecdotes sur Demolition Man qui vont changer définitivement votre regard sur ce film. Numéro 1. Taco Bell en Amérique. Pizza Hut dans le reste du monde. L'une des blagues les plus mémorables du film est celle des guerres de franchise. Ce moment où l'on découvre que Taco Bell est le seul restaurant à avoir survécu à la domination corporative du futur. C'est une satire parfaite du capitalisme débridé et le public américain l'a saisi immédiatement. Mais quand le film est sorti en Europe, en Asie et en Amérique latine, cette blague ne fonctionnait pas de la même façon. Parce que là-bas, Taco Bell était pratiquement inconnu. La solution de Warner Bros. Fut aussi curieuse que radicale. Ils ont retourné des scènes entières. Pas seulement remplacé un logo en numérique, non, ils ont construit de nouveaux décors, a imprimé des menus différents et même réenregistré des parties des dialogues pour que tout colle avec l'image de Pizza Hut. Le résultat, c'est que Demolition Man est techniquement 2 films différents selon l'endroit où vous le regardez. Une rareté unique dans l'histoire du cinéma, où la mondialisation a littéralement réécrit le scénario scène par scène. Numéro 2. Les 3 coquillages et le secret que personne n'a résolu. Peu de choses dans l'histoire du cinéma ont généré autant de débats à partir de si peu. Les 3 coquillages qui remplacent le papier toilette dans le futur de San Angeles n'occupent pas 1 minute à l'écran et pourtant ils alimentent les discussions depuis des décennies. Leur origine est plus banale qu'on ne l'imagine. Le scénariste Daniel Waters était bloqué en essayant d'imaginer à quoi ressemblerait une salle de bain du futur quand, au milieu d'un appel téléphonique, il a remarqué des coquillages décoratifs posés sur une étagère. L'idée lui est tombée dessus comme un éclair. Ce n'était pas un concept élaboré, ni une métaphore profonde, mais une impulsion créative qui s'est révélée brillante précisément par ce qu'elle omet. On n'explique jamais comment ça fonctionne. Aucun personnage ne les utilise à l'écran. Pas de mode d'emploi. La confusion du personnage de Stallone est exactement la même que celle du spectateur, et ça crée une complicité immédiate avec le protagoniste. Stallone a laissé entendre dans plusieurs interviews qu'il sait lui comment ça marche, mais chaque fois qu'on lui pose la question directement, il sourit et change de sujet. Or, 30 ans plus tard, le débat est toujours vivant. Un accessoire qui n'a presque rien coûté est devenu l'un des éléments les plus discutés de tout le film. Numéro 3. Jackie Chan a failli être le méchant. Avant que Wesley Snipes ne fasse de Simon Phoenix l'un des antagonistes les plus charismatiques des années 90, Stallone avait quelqu'un d'entièrement différent en tête pour le rôle. Le premier choix était Jackie Chan, qui traversait alors l'une de ses meilleures périodes de popularité internationale. L'idée sur le papier était séduisante, 2 géants du cinéma d'action au style radicalement opposé qui s'affrontent, ça promettait quelque chose d'explosif. Mais Chan a décliné l'offre sans trop hésiter. Son refus n'était pas capricieux, il était stratégique. Pendant des années, il avait soigneusement construit une image de héros sympathique et vertueux, notamment sur les marchés asiatiques où il était pratiquement une icône culturelle. Apparaître en criminel violent et déséquilibré aurait pu détruire cette image de façon irréparable. C'était une décision intelligente pour sa carrière, même si elle nous a privés de quelque chose qui aurait été fascinant à voir. Parce que Wesley Snipes a emmené le personnage dans une direction que Chan n'aurait probablement jamais atteinte. L'énergie maniaque, l'humour tordu, la menace authentique qui irradie de Simon Phoenix
sont des choses qui sont nées du caractère spécifique de Snipes. Parfois, le refus de quelqu'un est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un film. Numéro 4. Snipes était trop rapide pour la caméra. Pendant les répétitions des chorégraphies de combat, l'équipe de production s'est heurtée à un problème que personne n'avait anticipé. Le méchant était techniquement trop doué. Wesley Snipes s'entraînait aux arts martiaux depuis des années, avec une dévotion presque obsessionnelle, et ses coups étaient si rapides et si précis que les caméras standards de l'époque ne parvenaient pas à les enregistrer clairement. Ce qui, à l'œil nu, semblait impressionnant, se transformait sur le moniteur de lecture en une tâche floue incompréhensible. La solution fut paradoxale. Ils ont dû demander à Snipes de se freiner. Les coordinateurs de cascade ont travaillé avec lui pour ralentir délibérément ses mouvements pendant les prises, en s'assurant que chaque coup de poing, chaque coup de pied et chaque déplacement soit capturé avec netteté. Et pourtant, même à mi-régime, sa technique restait impeccable. Ce détail explique quelque chose que tout spectateur perçoit sans savoir le nommer. Simon Phoenix ne paraît pas dangereux parce que le scénario le dit, mais parce que le corps de Snipes le communique à chaque mouvement. La caméra pouvait à peine le suivre et cette tension se ressent à l'écran. Numéro 5. Lori Petty était la première Huxley. Sandra Bullock a composé Lenina Huxley avec une ingénuité si touchante qu'il est difficile d'imaginer une autre actrice dans le rôle. Mais pendant les premiers jours de tournage, ce personnage avait un autre visage. Lori Petty, connue pour Point Break et Tank Girl, a été la première actrice engagée pour le rôle et elle est arrivée sur le plateau avec une vision très claire de la façon dont elle voulait l'interpréter. Son approche était plus dure, plus rebelle, avec moins d'émerveillement et plus d'attitude. Le problème, c'est que cette lecture entrait en collision directe avec ce que cherchait le réalisateur. Le film avait besoin d'une Huxley genuinement innocente, qui s'émerveille devant ce qui nous est banal, qui fonctionne comme le contrepoint comique parfait d'un Stallone endurci et cynique. Après seulement 2 jours de tournage, Petty et la production ont pris des chemins séparés. Sandra Bullock est entrée en scène et a tout transformé. Sa complicité avec Stallone était naturelle dès le premier instant, et son sens de l'humour physique et verbal a élevé chaque scène où elle apparaissait. Elle n'était pas le premier choix, mais elle était le bon. Numéro 6. Les voitures du futur étaient de vrais prototypes de General Motors. Les véhicules élégants et aérodynamiques qui circulent dans les rues de Los Angeles n'ont été construits dans aucun atelier d'effets spéciaux hollywoodien. C'étaient de vraies voitures conceptuelles, certaines d'entre elles des prototypes uniques valant des millions de dollars, prêtés par General Motors pour la production. Parmi eux se distinguait le GM Ultralight, un prototype expérimental dont il n'existait qu'1 ou 2 exemplaires dans le monde entier. Ce n'étaient pas des décors vides, ni des carrosseries sur un châssis quelconque, mais des machines entièrement fonctionnelles qui représentaient la vision de l'industrie automobile sur le transport du futur. L'équipe de production a reçu des instructions très strictes sur la façon de les manipuler et chaque scène d'action les impliquant devait être planifiée avec une précision chirurgicale pour éviter tout dommage. Les coûts d'assurance ont grimpé en flèche chaque jour où ces voitures apparaissaient devant la caméra. Ce qui est intéressant, c'est que certains éléments de design de ces prototypes ont fini par influencer des modèles de série des années plus tard, faisant de Demolition Man une sorte d'avant-goût involontaire de l'histoire du design automobile. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Ça vaut vraiment la peine de rester. Numéro 7. San Angeles, c'était le comté d'Orange, en Californie. La ville parfaite, propre jusqu'à l'absurde, sans une seule fissure sur les trottoirs, ni une tache sur les murs, n'a été construite dans aucun studio, ni générée par ordinateur. L'équipe de repérage est simplement sortie la chercher dans la réalité et l'a trouvée sans trop d'efforts. Irvine, Westlake Village et des zones du nord de San Diego ont fourni cette atmosphère d'une propreté inquiétante qui définit le futur du film.
les parcs d'activités, les lotissements à l'architecture identique et les avenues sans un seul élément déplacé n'avaient besoin que de quelques petites retouches pour se transformer en dystopie fonctionnelle. Le choix était brillant parce que ces endroits avaient déjà quelque chose de légèrement artificiel, comme si quelqu'un avait conçu la réalité au lieu de la laisser pousser toute seule. Et cette qualité de décor involontaire était exactement ce dont le film avait besoin, et en plus, ça a permis d'économiser une somme considérable sur la production. Parfois, la meilleure science-fiction ne se construit pas, elle se trouve dans les recoins les plus insolites du quotidien. Numéro 8. Le réalisateur n'avait jamais fait de film. Marco Brambilla est arrivé au fauteuil de réalisateur de Demolition Man, sans avoir dirigé un seul long métrage auparavant. Sa trajectoire était celle d'un artiste d'avant-garde, spécialisé dans les vidéo-installations expérimentales et les pièces audiovisuelles pour galeries d'art. Un profil qui cadre difficilement avec l'idée d'un blockbuster d'action, avec Sylvester Stallone en tête d'affiche. Warner Bros. A misé sur lui quand même, en confiant que son regard différent apporterait quelque chose qu'un réalisateur conventionnel ne pourrait pas offrir. Et ils ont eu raison. La perspective de Brambilla explique beaucoup de ce qui rend ce film spécial. La façon dont il mêle le chaos à l'humour visuel. La manière dont il charge chaque plan de référence pop sans que ça semble surchargé. Le ton ironique et autoconscient qui imprègne même les scènes d'action les plus directes. Son statut d'outsider vis-à-vis du système hollywoodien était précisément son plus grand atout. Dans un genre très codifié avec des règles très claires sur l'apparence et le son de ce type de film, Brambilla ne connaissait pas les règles et ça lui a permis de les briser sans effort. Numéro 9. La bibliothèque Schwarzenegger est devenue réalité. En 1993, la blague sur la bibliothèque présidentielle d'Arnold Schwarzenegger a été reçue comme ce qu'elle était. Un gag absurde sur l'adoration américaine des célébrités, poussé jusqu'à l'extrême le plus ridicule possible. Personne dans la salle de cinéma n'a pensé une seule seconde que ça pourrait arriver pour de vrai. L'idée même qu'un bodybuilder autrichien à l'accent prononcé puisse un jour gouverner quoi que ce soit aux États-Unis semblait une exagération de Manuel. 10 ans plus tard, Schwarzenegger était élu gouverneur de Californie. La blague est devenue quelque chose entre prophétique et troublant, même si la Constitution américaine l'a empêché de se présenter à la présidence, faute d'être né sur le sol américain. Son ascension politique a transformé rétroactivement cette réplique en avertissement déguisé en comédie. C'est l'un de ces rares moments où un film semble comprendre l'avenir mieux que ceux qu'il vivait. Le scénariste ne cherchait probablement pas à prédire quoi que ce soit, juste à exagérer. Mais il s'avère que la réalité a surpassé l'exagération sans trop de difficultés. Numéro 10. La fille perdue de John Spartan. Il y avait un fil narratif qui aurait profondément changé la dimension émotionnelle du film et qui s'est retrouvé sur le plancher de la salle de montage. Dans des versions antérieures du scénario et dans des scènes tournées puis écartées, John Spartan avait une fille adulte qui vivait parmi les rebelles souterrains. L'idée était dévastatrice dans le bon sens du terme. Un homme qui entre dans le congélateur quand elle est encore enfant et qui se réveille des décennies plus tard pour se retrouver face à une inconnue qui porte son sang. Ça n'aurait pas seulement été un film d'action, mais un drame sur le temps perdu qu'on ne peut jamais récupérer. La sous-intrigue a été supprimée pour maintenir le rythme, bien que certains spectateurs particulièrement attentifs signalent que quelques détails du film final pourraient en se lire comme des indices de cette histoire enterrée. Stallone a nié dans des interviews qu'il existe un quelconque lien caché entre Spartan et Huxley, mais la théorie continue de circuler sur des forums et des chaînes cinéma des décennies après. C'est le genre de cicatrice que laisse une bonne coupe de montage, invisible pour la majorité, mais perceptible pour qui sait où regarder. Numéro 11. La coiffure qui a changé la NBA. La chevelure platine de Wesley Snipes est l'un des éléments visuels les plus frappants de tout le film. Elle a fait de Simon Phoenix un méchant immédiatement reconnaissable, un personnage dont la présence reste gravée en mémoire dès le premier photogramme.
Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que cette coiffure allait quitter le cinéma pour arpenter les parquets de basket. Quelques mois après la sortie, Dennis Rodman est apparu avec exactement la même couleur de cheveux, lançant une série de transformations capillaires qui deviendraient sa marque de fabrique et qui redéfiniraient les limites de l'expression individuelle dans le sport professionnel. Ce n'était pas une coïncidence déclarée, mais la ressemblance était trop évidente pour être ignorée. Ce qui avait commencé comme une décision de costume pour un méchant de cinéma est devenu un catalyseur culturel. D'autres athlètes ont commencé à expérimenter avec des couleurs et des styles qui auraient été impensables dans des contextes professionnels auparavant. Un détail esthétique d'un film de science-fiction a contribué à normaliser l'auto-expression dans des sports où pendant des décennies avait primé l'uniformité. Numéro 12. Les noms des personnages ne sont pas des hasards. Daniel Waters n'a pas choisi les noms de ses protagonistes en lançant des dés. Lenina Huxley est une référence directe et délibérée à deux figures du monde littéraire. Huxley pour Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes, le roman qui a exploré avec des décennies d'avance exactement les mêmes thèmes que Demolition Man, le contrôle social, la conformité forcée et l'élimination systématique du conflit comme forme de domination. Et Lenina pour un personnage de ce même roman qui incarne l'acceptation aveugle des normes établies. John Spartan, lui, renvoie aux guerriers de l'antique Sparte, réputés précisément pour leur refus du confort et du luxe au profit de la discipline et du combat. Ensemble, les deux noms condensent le conflit central du film, l'ordre contre le chaos, la sécurité contre la liberté. C'est de la philosophie déguisée en blockbuster. Waters a glissé un débat intellectuel au cœur d'un film à explosion et la majorité du public l'a absorbé sans le savoir. Numéro 13. Du thriller d'action générique à la satire avec des dents. Le scénario original de Demolition Man était un thriller d'action conventionnel, sans humour, sans commentaire social, sans ironie. L'histoire d'un flic dur à cuire qui affronte un criminel tout aussi coriace dans le futur, avec toutes les explosions et les répliques cinglantes que ça implique, mais sans aucune couche supplémentaire. C'était exactement ce que le studio voulait, une autre machine à faire de l'argent avec Stallone en tête. Puis Daniel Waters est arrivé avec ses réécritures et a tout changé. Waters a transformé chaque élément du monde en une blague ou en une critique. Le statut d'immoralité verbale, l'obsession corporative, le politiquement correct érigé en loi, la nostalgie de la violence dans une société qu'il a éradiquée avec tout ce qui était intéressant. Il a transformé un produit de catalogue en quelque chose avec un vrai caractère. Le résultat fut un film qui remplissait son contrat d'entertainer le public, mais qui en même temps se moquait de ce même contrat. Très peu de productions à gros budget réussissent cet équilibre et quand elles y parviennent, elles durent bien plus longtemps que celles qui cherchent seulement à remplir des salles. Numéro 14. Stallone a tourné 2 films la même année sans repos. 1993 a probablement été l'année la plus exigeante de la carrière de Sylvester Stallone, et c'est beaucoup dire. Il a tourné Cliffhanger et Demolition Man pratiquement sans pause entre les deux, maintenant la même forme physique, et, fait notable, la même coupe de cheveux pour les 2 productions pendant des mois. Le calendrier était brutal. Des semaines de tournage d'action intense, des répétitions de chorégraphie, des séances photos pour la promotion et des engagements presse qui n'attendaient long pas. Mais le contexte rendait tout ça encore plus crucial. Après plusieurs échecs au box-office à la fin des années 80, Stallone avait besoin de prouver qu'il était encore capable de remplir des salles. Les 2 films ont fonctionné, et ce double succès a consolidé son retour d'une façon qu'un seul film n'aurait pas pu accomplir. Ça a aussi prouvé quelque chose qu'on oublie parfois. Cliffhanger exigeait une intensité physique pure, tandis que Demolition Man réclamait de la comédie, de la conscience de soi et une précision dans le rythme. Ce sont des registres très différents, et Stallone les a maîtrisés tous les 2 presque simultanément. Numéro 15. La mousse protectrice de la voiture,
C'était de la vraie science. Il y a une scène où le véhicule de John Spartan se remplit instantanément de mousse protectrice après un impact, enveloppant le passager dans une bulle qui absorbe le choc. Ça ressemble au genre d'invention farfelue qui n'existe que dans les films, mais en réalité, ça avait une base scientifique solide. Au début des années 90, des ingénieurs et des chercheurs expérimentaient activement avec des polymères à expansion rapide pour des applications de sécurité automobile. L'idée était de créer des matériaux capables de se déployer plus vite que les airbags conventionnels et de fournir une protection plus complète du corps. L'équipe du scénario le savait et l'a intégré au film non pas comme une fantaisie, mais comme une extrapolation de quelque chose qui se passait déjà dans de vrais laboratoires. Demolition Man a fait ça très souvent. Il a pris des tendances scientifiques et technologiques de son époque et les a projetées vers l'avant, ce qui explique pourquoi tant d'éléments du film semblent encore pertinents aujourd'hui. Numéro 16. Les prisons cryogéniques avaient un fondement scientifique. L'idée de congeler des criminels en suspension animée pour qu'ils purgent leur peine sans consommer de ressources ni causer de problèmes semble sortie de l'imagination la plus débridée. Mais la cryogénie était un domaine de recherche actif et sérieux au début des années 90, avec des scientifiques travaillant sur la conservation des tissus biologiques et explorant les limites des processus vitaux. Le film a pris ce savoir réel et l'a transposé au système pénitentiaire, posant une question qu'aucun politique n'aurait osé formuler à voix haute. Si vous pouviez mettre la vie d'une personne en pause, auriez-vous le droit de le faire comme punition? Pour rendre ces scènes crédibles, l'équipe de production a utilisé de vrais effets pratiques, avec du dioxyde de carbone liquide, qui générait du givre et de la vapeur authentique devant la caméra. Le résultat était viscéral et tangible, très différent de ce qu'aurait produit un effet numérique de l'époque. La recherche en cryogénie se poursuit aujourd'hui avec des applications en médecine et dans des projets d'exploration spatiale de longue durée. Demolition Man a posé la question éthique avant même que la technologie puisse se la formuler. Numéro 17. DC Comics a étendu l'univers du film. Très peu de fans savent que Demolition Man a eu une suite officielle, pas au cinéma ni à la télévision, mais sur papier. DC Comics a publié une mini-série de 4 numéros se déroulant dans le même univers, explorant des aspects de Los Angeles que le film avait à peine mentionnés. Le personnage d'Edgar Friendly, le leader rebelle interprété par Denis Leary, a reçu un développement bien plus profond que ce que le métrage permettait. Les planches montraient des lieux décrits dans les dialogues, mais jamais montrés à l'écran, et ajoutaient des séquences d'action qui auraient été impossibles à tourner avec le budget disponible. Les artistes ont capturé l'esthétique du film avec fidélité, mais se sont accordés des libertés créatives qui ont enrichi l'ensemble. Ce type d'adaptation représentait une forme d'expansion narrative bien plus organique que les univers cinématographiques planifiés d'aujourd'hui. C'étaient de vraies aventures parallèles, pas des stratégies marketing déguisées en art. Les numéros originaux de cette collection sont des pièces de collection pratiquement inconnues de nos jours. Numéro 18. Il y a eu 2 jeux vidéo complètement différents et aucun n'était bon. L'adaptation au monde du jeu vidéo fut, dans le meilleur des cas, chaotique. 2 sociétés différentes ont développé leur propre version de façon indépendante et simultanée, avec des résultats qui n'ont rendu justice au film dans aucun des 2 cas. Acclaim a produit une version pour Mega Drive et Super Nintendo, avec des mécaniques de plateforme et de combat latéral qui devenaient répétitives au bout de quelques minutes. Virgin, de son côté, a développé une version en perspective à la première personne qui promettait plus qu'elle ne pouvait tenir, plombée par des contrôles maladroits et une caméra qui désorientait plus qu'elle n'aidait. Aucun des 2 n'a capturé le ton ni l'humour du film, qui était précisément ce qui le rendait spécial. Cet épisode est représentatif d'une époque où les droits d'adaptation de films se vendaient à plusieurs compagnies sans aucune coordination, générant des expériences fragmentées qui confondaient le consommateur et ternissaient l'image de la marque. Les 2 jeux sont aujourd'hui des reliques d'une ère du gaming qu'on préfère se remémorer
avec une nostalgie sélective. Numéro 19. Le film financé par les marques qu'il critiquait. Taco Bell n'était pas la seule entreprise à avoir mis de l'argent sur la table pour apparaître dans Demolition Man. Les logos de Sharp, Panasonic et Atari sont disséminés dans les décors de San Angeles, intégrés au design de l'environnement avec suffisamment de naturel pour passer inaperçus à une première vision. Ces associations commerciales ont contribué à financer la production, tout en ajoutant une texture visuelle à cette cité aseptique et corporative. L'ironie est délicieuse et difficilement involontaire. Un film dont la prémisse centrale est la critique de la domination des entreprises sur la société a été partiellement financé par des entreprises qui ont payé pour être présentes dans cette critique. Chaque logo inséré en arrière-plan d'une scène renforce l'argument du film en même temps qu'il contredit son esprit. C'est un paradoxe parfait du capitalisme tardif. Le système absorbe sa propre critique, la finance et la transforme en publicité. Demolition Man en a parlé tout en le vivant de l'intérieur. Numéro 20. Chez Van Damme et Seagal ont failli tenir les rôles principaux. Avant que Stallone et Snipes ne donnent vie au film, le studio a envisagé une version de Demolition Man avec Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, les deux grandes stars du cinéma d'action du début des années 90. La proposition avait une logique commerciale évidente. Opposer les deux noms les plus bankable du genre dans le même film aurait généré une attente énorme. Mais le projet a coulé presque avant de démarrer, et la raison était aussi prévisible qu'humaine. Aucun des deux ne voulait jouer le méchant. Van Damme était inflexible sur son image de héros, surtout sur les marchés asiatiques où sa popularité était immense. Seagal avait une clause tacite ou explicite selon laquelle ses personnages ne pouvaient jamais perdre un combat, ni montrer la moindre faiblesse. Les égos n'ont pas collé et les négociations ont tourné court. Ce qui a suivi était rétrospectivement bien meilleur. La combinaison Stallone et Snipes a généré une chimie qu'aucun autre duo n'aurait produite, la lassitude cynique de l'un contre l'énergie détraquée de l'autre. Parfois, les projets qui échouent en salle de négociation sont ceux qui permettent à quelque chose de mémorable de naître. Numéro 21. Snipes improvisait à chaque prise. Le scénario de Simon Phoenix était un point de départ, pas une partition figée. Wesley Snipes arrivait sur le plateau avec ses propres idées sur ce que le personnage ferait ou dirait dans chaque scène, et il se limitait rarement à ce qui était écrit. Des phrases entières, des gestes, des expressions et des réactions physiques naissaient spontanément pendant le tournage, sans prévenir le reste de l'équipe. Marco Brambilla non seulement tolérait ça, mais l'encourageait activement, reconnaissant que l'imprévisibilité de Snipes était exactement ce dont le personnage avait besoin. Les acteurs qui partageaient des scènes avec lui ne savaient jamais avec certitude ce qui allait se passer, ce qui générait des réactions authentiques impossibles à fabriquer avec des répétitions. Ce chaos contrôlé est ce qui fait que Simon Phoenix semble vraiment dangereux encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que le personnage est violent ou intelligent, c'est qu'il a cette qualité spécifique de quelqu'un qui ne suit pas les règles, pas même celles du scénario. Brambilla a compris que le meilleur cadeau qu'il pouvait faire au film était de s'écarter et de laisser Snipes être Snipes. Numéro 22. La polémique du plagiat européen. Peu après la sortie, une accusation a commencé à circuler dans les médias européens que Warner Bros. A préféré ignorer publiquement. L'écrivain hongrois István Vanner a affirmé que Demolition Man était une copie masquée de son roman de 1986 intitulé « La bataille des morts », dans lequel apparaissaient également des criminels congelés qui se réveillaient dans une société pacifiste du futur et devenaient des menaces que le système n'était pas préparé à affronter. Les similitudes narratives étaient suffisamment spécifiques pour générer une couverture dans plusieurs pays. Le studio a démenti toute connexion, arguant que les concepts de cryogénie, de dystopie et de choc culturel étaient des éléments communs dans la science-fiction depuis des décennies, et que les coïncidences étaient exactement ça.
Yeuvaner n'a jamais déposé de plainte formelle et l'affaire s'est progressivement diluée sans se résoudre. La question de savoir s'il s'agissait d'un plagiat, d'une inspiration non reconnue ou d'une convergence créative indépendante reste sans réponse parce qu'aucun tribunal ne l'a examiné. C'est le genre de mystère que le temps enterre, mais ne résout pas. Numéro 23. Le design de costumes comme philosophie visuelle. Bob Ringwood, le créateur de costumes responsable des tenues de Batman et de Dune, a abordé Demolition Man avec une clarté conceptuelle rare dans le cinéma commercial. Chaque choix vestimentaire était une déclaration sur l'état d'esprit de celui qui le portait. Les uniformes de la police de Los Angeles étaient délibérément infantiles, tons bleus pastel, formes arrondies sans aspérité, et tissus doux qui suggérèrent la sécurité plutôt que l'autorité. Ce n'était pas un accident esthétique, c'était un argument. Ces gens vivent dans une société tellement obsédée par l'élimination du danger qu'elle a fini par régresser vers une enfance collective. Les rebelles du sous-sol s'habillaient exactement à l'opposé. Des couches superposées de différentes époques et provenances, des tissus déchirés, des couleurs qui se heurtaient entre elles, des vêtements qui semblaient avoir survécu par pur hasard. Leur apparence était le chaos fait tissu, la preuve visible qu'ils étaient encore des individus dans un monde qui avait effacé l'individualité. Ringwood a raconté l'histoire centrale du film, sans prononcer un seul mot, en utilisant uniquement le fil, la couleur et la coupe. Numéro 24. La gamme de jouets qui n'avait aucun sens. Mattel a lancé une collection de figurines d'action basée sur Demolition Man, malgré le fait que le film était classé pour les plus de 17 ans aux États-Unis. La logique commerciale était confuse dans le meilleur des cas. Pour réduire les coûts, Mattel a réutilisé des moules restants de lignes précédentes, dont certains venant des maîtres de l'univers, en leur ajoutant de nouvelles têtes et des accessoires. Le résultat était des figurines qui ressemblaient très vaguement aux personnages du film et qui étaient équipées d'armes en néon fluorescent n'apparaissant dans aucune scène. Les parents qui achetaient ces jouets dans les magasins de jouets n'avaient probablement aucune idée qu'ils acquéraient du merchandising d'un film sur un criminel psychotique congelé et un futur dystopique. Le packaging évitait soigneusement toute référence au contenu adulte du film. Aujourd'hui, ces figurines sont des objets de culte recherchés par les collectionneurs, non pas pour leur qualité, mais précisément pour l'absurdité de leur existence. Des jouets pour enfants tirés d'un film qui n'avait rien d'enfantin. Numéro 25. Stallone a poursuivi Warner Bros. En justice des décennies plus tard. L'histoire de Demolition Man ne s'est pas terminée avec sa sortie, ni avec sa transformation en film culte. Des années après, Sylvester Stallone a engagé des poursuites judiciaires contre Warner Bros., alléguant que le studio lui avait dissimulé une partie des bénéfices qui lui revenaient contractuellement. L'accusation visait les pratiques de comptabilité créative hollywoodienne, un phénomène bien documenté dans lequel les studios construisent des structures financières complexes permettant à un film rentable d'apparaître sur le papier comme un échec économique. Stallone soutenait que ces manœuvres lui avaient privé de millions de dollars en participation sur les bénéfices. Le litige a progressé discrètement, loin des projecteurs, jusqu'à ce qu'en 2019, les deux parties parviennent à un accord dont les conditions n'ont jamais été rendues publiques. C'est une fin appropriée pour un film sur un homme qui lutte contre un système conçu pour que personne ne gagne, sauf ceux qui contrôlent les règles. Apparemment, 30 ans après, le combat n'était toujours pas tout à fait terminé.